maintenant à cette discussion qui me semble extrêmement fondamentale sur le fameux Frexit avec deux visions très opposées. Et on va recevoir pour ça Jean-Frédéric Poisson et on va recevoir aussi Philippe Murer. Vous allez voir, ça va être passionnant. Ces deux esprits brillants que j'aime à recevoir. Jingle et on passe immédiatement à ce débat. Bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup parce que c'est un débat que je voulais absolument faire. Alors je vous présente Jean-Frédéric Poisson, vous êtes président de la Voix du Peuple. Merci d'être là, Jean-Frédéric Poisson, ce matin. Oui. Pour nous donner votre analyse de ça. Et bien sûr, Philippe Murer, économiste et auteur du Capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je vous le dis, vous êtes deux esprits brillants, affûtés sur ces questions-là. Et j'ai voulu faire cette émission, je vous campe le décor, parce que j'ai écouté Éric Zemmour, président de Reconquête, chez l'ami André Berkoff, que je salue s'il nous regarde, André, sur cette fameuse sortie de l'Union européenne. Et Éric Zemmour a expliqué là-dessus quel était son positionnement. Donc avant de commencer le débat, je voudrais qu'on le cale avec la déclaration d'Éric Zemmour. Comme ça, on aura le temps de débattre sur ces sujets. Vous, Jean-Frédéric Poisson et Philippe Murer, et merci à vous d'être là. Merci en régie de m'envoyer le sonore d'Éric Zemmour pour qu'on lance l'émission. Pourquoi je me suis résolu à renoncer au Frexit? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que les Français sont contre. C'est fondamental. Les Français, majoritairement, sont contre. Et pourquoi ils sont contre? Pour des bonnes raisons. Ça, c'est peut-être les sondages qui le disent. Non, mais les sondages sont intéressants. Oui. Et en tout cas, on voit bien qu'ils sont contre. Mais ils ont des bonnes raisons et moi, je suis d'accord avec eux. Si vous voulez, n'oubliez pas qu'on a On va en parler. On va en parler. Oui, allez-y. On a une dette énorme. Oui. 3 000 milliards d'euros. On sait, oui. Et on a une désindustrialisation massive depuis 20 ans. Avec ça, ça veut dire que si on sort de l'euro, on va avoir une dévaluation énorme, on va avoir une hausse des prix énorme, on va avoir un déficit encore plus grand de la balance commerciale et de la balance des paiements, et donc une crise du franc, une attaque sur le franc, des taux d'intérêt qui vont encore augmenter pour payer notre dette, et donc un appauvrissement majeur. Par ailleurs, et sur un point plus positif, je pense que nous avons si vous voulez, un vrai enjeu européen. Moi, je peux me disputer, me quereller avec les Allemands, avec les Anglais, avec les Italiens. Mais en revanche, je veux que Berlin reste Berlin, que Londres reste Londres, que Rome reste Rome. Voilà, messieurs, ce que disait. Alors, pour être tout à fait franc, je l'ai coupé parce que ça durait 3 minutes 50 et je ne pouvais pas mettre 3 minutes 50. Donc, je vous invite, chers téléspectateurs, à aller voir la séquence entière. Hein. Il a parlé du Brexit, il a parlé de l'immigration aussi. Donc, il faut être tout à fait honnête là-dessus. Mais je trouvais que cette partie de la déclaration me semblait extrêmement intéressante pour amorcer le débat, messieurs, ce matin. Je me tourne vers vous, Jean-Frédéric Poisson, vous, Éric Zemmour, là-dessus, dans un préambule, la sortie de l'Union européenne, il n'est pas du tout favorable à ça, pour les raisons que l'on a expliquées, on rentrera dans le détail après. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous partagez l'avis d'Éric Zemmour aujourd'hui, Jean-Frédéric Poisson? Non. Au risque de vous surprendre, et je ne veux pas troller votre débat, qui aurait peut-être gagné en intérêt. Non, pas du tout. Je vous taquine. Bonjour à tous, et ravi d'être avec vous ce matin en tout cas. Non, je ne partage pas cet avis. La position qui est la mienne, la nôtre, c'est de considérer que le Frexit est une issue possible, qu'il faut l'envisager sérieusement, mais qu'il n'est pas un préalable. C'est en ça que notre position est différente de celle d'un certain nombre d'autres acteurs de champ politique, je pense à Florian Philippot, que je salue d'ici, ou M. Asselineau, ou quelques autres. J'entends ces arguments, je pense qu'on peut absolument, dans l'état actuel du débat, défendre les thèses tout à fait inverses, sans aucune espèce de malhonnêteté ni d'erreur. C'est vrai que nous avons pas une énorme dette et une industrie défaillante. C'est vrai que les conséquences économiques, monétaires en particulier, d'une sortie de l'euro seront certainement très désagréables, mais précisément, d'abord, précisément pas tout à fait grand-chose. Deuxièmement, ça se prépare. Donc ma position est plutôt prudentielle, au sens où je pense vraiment que l'Europe fait partie du problème et pas de la solution. Enfin, Deuxièmement, je suis alors effrayé, c'est pas le mot, mais en tout cas extrêmement inquiet de voir les dérives que prennent les instances européennes concernant la protection ou la non-protection de nos libertés fondamentales, sans lesquelles rien n'est possible. Troisièmement, Bruxelles, avant le collimateur de modèle social français,
malgré toutes ces imperfections, et nous avons tout intérêt à le défendre. Et quatrièmement, quand j'additionne tout ça et que je vois ce qui se passe sur le plan énergétique, sur le plan de la défense, sur tous ces sujets, que voulez-vous que je vous dise, on peut avoir le sentiment qu'on n'a plus rien à y faire. Maintenant, ce que je ne sais pas, et tant que je ne le sais pas, tant que les Français n'en ont pas une connaissance ou une conscience précise, c'est qu'on décide, on annonce, parce que ça se passerait comme ça. Nous annonçons que la France sort de l'Union européenne, donc en même temps de l'euro, nous sommes d'accord, c'est oui. d'envisager de sortir maintenant. C'est le corollaire, hein. C'est le corollaire. Voilà. Ouais. Que se passe-t-il à J+1 ? Que se passe-t-il à J+2 ? Que se passe-t-il à J+3 ? Comment nous préparer à cette éventualité ? Enfin, toutes ces questions sont posées. Donc je préfère, pardon d'être un petit peu long, je m'arrête tout de suite, je préfère dire le Frexit doit être un objet de débat, ça n'est pas un tabou, on doit pouvoir dans le débat public débattre, regarder, confronter les opinions, comme on l'a fait pour le traité de Lisbonne, enfin pour le traité constitutionnel en 2005. C'était un sujet tout aussi complexe. Et à la suite de ça, dire que les Français sont contre ne serait pas du tout aussi catégorique que... Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Et je vais donner la parole à Philippe Murer et vous pourrez revenir dessus, Jean-Frédéric Poisson. Et merci. Je pense qu'ils ne savent pas. Les Français ne savent pas parce qu'on leur a rien dit sur le sujet. Voilà. Effectivement, vous me donnez la transition parfaite, Jean-Frédéric Poisson, et merci d'être là, président de la Voix du Peuple. Philippe Murer, bonjour. Philippe, là-dessus, j'aimerais avoir votre avis. Et surtout, Éric Zemmour dit « Ah ben non, les Français sont contre ». Enfin, c'est un peu hâtif comme analyse, non ? Tout à fait hâtif. Je remercie Jean-Frédéric Poisson de son honnêteté. Mais il est complètement orthogonal à tout ce que dit Reconquête, Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour, qui disent qu'ils ne veulent pas le Frexit et qu'ils ont raison, les Français. Il va quand même très loin. Il dit que les Français ont raison. Alors moi, première chose que j'ai envie de dire, c'est que le raisonnement de Zemmour est complètement illogique et n'a ni queue ni tête, le raisonnement qu'on a entendu. Il dit que la France, depuis 20 ans, s'est désindustrialisée, s'est appauvrie, qu'il y a de la dette et de l'inflation. Et sa conclusion, il faut donc absolument rester dans l'Union européenne. Donc, rester dans l'Union européenne, ça nous appauvrit, ça nous rend faibles, il faut rester dans l'Union européenne. Pour nous rendre encore plus faibles demain, c'est la question. Ce raisonnement est complètement irrationnel. De plus, tous les grands pays européens ont de graves problèmes économiques et M. Zemmour fait mine de ne pas le reconnaître. L'Italie est dans un état économique bien pire que la France. Le PIB de l'Italie d'aujourd'hui, c'est pratiquement le PIB de 2001. Il n'y a pas de croissance depuis 22 ans. Le PIB de l'Allemagne d'aujourd'hui, de 2023, c'est le PIB de fin 2017. Il n'y a plus de croissance en Allemagne, il faut le dire. L'Allemagne se désindustrialise très rapidement. Les problèmes en Espagne sont aussi extrêmement graves. Donc, tous les grands pays européens ont de graves problèmes économiques, subissent une grave désindustrialisation à cause de l'UE, du libre-échange décidé par l'Union européenne, de l'énergie chère avec les autosanctions contre la Russie, de l'électricité chère, etc. Si l'UE, c'est le trou noir de la croissance mondiale, c'est bien que la politique de l'Union européenne est en cause, c'est une catastrophe et qu'il faut en sortir. Dire qu'il faut y rester, comme le dit Zemmour, à cause du mauvais état de l'économie est parfaitement absurde. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque plus, Jean-Frédéric Poisson, dans ce que dit Zemmour. C'est qu'en fait, il dit, son premier argument, c'est la France est foutue, elle est très abîmée économiquement, dette énorme, etc. Elle doit rester dans l'UE. Or, ce discours, c'est le discours des européistes comme Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Hollande ou Macron. La France est trop petite, trop faible, elle a besoin de l'Union européenne et sortir de l'Union européenne serait une catastrophe. C'est un dénigrement fallacieux de la France, comme le font les européistes pour forcer les Français à rester dans l'Union européenne. Je suis tout à fait déçu d'entendre Zemmour reprendre un discours pour moi qui est antinational. Deuxièmement, quand Zemmour dit les Français sont contre la sortie de l'UE, ils ont raison. Rappelons que lors du référendum de 2005, les Français n'ont pas eu peur et ont voté à 57%, 55% contre l'Union européenne. De 2011 à 2017, les Français étaient enthousiasmés par la position de Marine Le Pen qui était une sortie de l'Union européenne par référendum. Et elle a fait, en 2017, 21% au premier tour, comme le premier tour de 2022, avec des positions complètement différentes sur l'UE. Et les sondages de deuxième tour, avant le débat catastrophique de 2017 de Marine Le Pen, c'était 41%, le score de 2022. Donc les Français n'ont pas peur. Zemmour emberlificote les Français, et je le regrette, en leur faisant croire collectivement qu'ils seraient contre la sortie de l'UE, alors que très nombreux sont individuellement pour la sortie de l'UE. Et d'ailleurs, un sondage de l'IFOP disait en 2019 que 40% des Français étaient pour la sortie de l'Union européenne pour le Brexit.
pour le Frexit. Donc, autre argument, c'est que Zemmour dit qu'il sera le Napoléon de l'immigration, c'est-à-dire qu'il va délivrer Rome et Berlin de l'immigration et de l'islamisme, en même temps que la France. Il va conquérir l'Europe avec l'épée, pas avec l'épée, mais avec sa pensée idéologique, afin de délivrer Rome et Berlin. Et je trouve que c'est un orgueil un peu déplacé. Je finis en expliquant que, bien entendu, Éric Zemmour fait semblant de ne pas voir que la Zemmour italienne, son allié, Madame Meloni, qui est au pouvoir en Italie avec une coalition d'union des droites anti-immigration. Le bilan de la Zemmour italienne au pouvoir en Italie, c'est le doublement des flux d'immigration illégaux. Elle a reconnu publiquement elle-même qu'elle était en échec sur l'immigration. Ce qui montre dans la pratique que lorsqu'on a la volonté politique d'arrêter les flux d'immigration, mais qu'on ne veut pas se donner les moyens de sa volonté, on est impuissant, on trompe les électeurs, on les désespère et on jette les pays dans le chaos. Donc ce que je dis sur Zemmour et Reconquête, il faut le dire pour Marine Le Pen et le RN, très clairement. Ils ont les mêmes ficelles verbales pour dire on va arrêter les flux d'immigration en s'en donnant pas les moyens, en restant dans l'Union européenne et ses lois pro-immigration. Jean-Frédéric Poisson, là-dessus, vous voulez, j'imagine, réagir à ce que dit Philippe Murer, et j'aurais encore une question pour en suivre. Je suis j'allais dire, malheureusement d'accord avec ce que vient de dire Philippe Murer, peut-être le ton en moins, mais à part ça, je pense que c'est une question extrêmement difficile, parce que moi, je ne suis pas du tout aussi catégorique qu'Éric Zemmour, et je ne suis pas du tout certain que les Français sont contre le fait de sortir de l'Europe. Je pense qu'en fait, ils s'en moquent un peu, pour tout vous dire. C'est pas ça qui les intéresse. L'Europe est une espèce de machin suspendu en l'air dont on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne, sinon que ça nous emmerde un peu tous les jours, pardon pour ce terme que le président Pompidou a utilisé officiellement, donc je peux me permettre de le faire moi aussi. Vous pouvez le faire sur Toxin, Jean-Frédéric Poisson. Merci beaucoup, vous êtes fort aimable, cher Nicolas. Mais si vous voulez, je pense que peu importe, ce qui est important, c'est que ce qu'ils attendent des institutions, aux Français, c'est qu'elles fassent leur métier. Ouais. Et quand le traité de Maastricht nous explique que vous n'aurez plus de pauvreté, plus d'inflation, vous aurez plus de chômage, vous aurez la paix, vous aurez tout ça, 30 ans après, on s'aperçoit que c'est non seulement rien n'est au rendez-vous, mais c'est l'inverse et c'est pire, dans une large mesure. Donc, ils se disent, où est la porte de sortie? C'est comme un syndicat un peu radical qui rentre dans une salle de négociation, si vous voulez, c'est où la sortie? Comment on sort de ça? Alors, si effectivement on peut leur dire, il y a des orientations des politiques européennes, et c'est là qu'avec les frexiteurs de principe ou les frexiteurs ils veulent cette solution. Avant tout autre, c'est là que je suis en désaccord avec eux. Moi, je pense que la France n'est pas l'Estonie, ni la Moldavie, ni le Liechtenstein, avec tout très grand respect évidemment que j'ai pour ces trois jolis pays. Mais quand la France dit écoutez, je suis désolé, mais vos sanctions, vous voulez m'empêcher de fusionner deux grandes entreprises françaises pour faire un géant européen de l'industrie, on va le faire quand même. Et puis c'est tout. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Sarkozy, ministre du budget, pour construire le capital d'Alstom il y a maintenant une grosse quinzaine d'années, en mettant 4 milliards d'euros, je crois, de l'État dans le capital de cette entreprise. Quand on dit à la France, vous allez payer une amende parce que on refuse que, la Cour européenne des droits de l'homme nous met une amende parce qu'on refuse de donner des certificats de nationalité française à des enfants nés de GPA ou de mères porteuses, à l'étranger, et on paye l'amende, mon cher Nicolas. On paye l'amende. Et puis voilà. Et puis s'ils sont pas contents, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des chars depuis Bruxelles jusqu'aux Champs-Élysées. Il y a peu de chance. Ça n'est pas sérieux. Nous sommes la France, nous sommes 70 millions d'habitants en Europe. Il n'y a pas d'Europe s'il n'y a pas de France, donc il y a une volonté politique à faire valoir. Maintenant, je suis d'accord pour dire que cette volonté politique doit s'accompagner, ne suffit pas, doit s'accompagner d'un certain nombre de prises de position institutionnelles. J'ai été, je crois, le premier parlementaire de l'histoire de notre pays à déposer une résolution sur le bureau de l'Assemblée nationale en 2016 pour sortir de la CEDH et faire prévaloir les lois françaises sur les traités européens en matière... Alors, c'est la Cour, pour nos téléspectateurs, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Ça évite de faire condamner l'État français pour des choses dont il n'est pas coupable, pour dire des choses de manière assez rapide. Elle a quelques vertus de temps en temps. Il y a des décisions qui sont favorables, mais c'est une forme de tutelle judiciaire de l'Europe, si vous voulez, sur la France. C'est pas supportable. Donc, ce genre de décisions peuvent être prises. On peut les prendre sans quitter le giron européen, puisque l'Union européenne et Bruxelles, c'est une chose, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une autre logique européenne, mais symboliquement, ce sont des choses qui sont... Les Hongrois, ils sont 7 fois moins nombreux que nous, refusent des politiques migratoires européennes. Les Polonais, qui sont 2 fois moins nombreux que nous, les refusent aussi. Donc c'est possible de dire à l'Europe, non, là, ça suffit.
On ne le fait pas. Donc en fait, l'Europe prospère, et d'une certaine manière, le malheur des peuples français prospère sur la lâcheté et la complicité de nos gouvernements. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce que dit Philippe Murer sur le fait que je crois que malgré nos déboires, nous sommes un grand pays. Nous avons encore des ressources. Si on donnait un peu d'oxygène, un peu de liberté d'agir aux Français, je crois qu'ils trouveraient tout seuls des solutions que l'État cherche désespérément à inventer, qu'il ne trouve pas d'ailleurs, puisque c'est pas son métier. Et donc, je crois que nous avons tout à fait cette possibilité. Maintenant, je répète que il n'y a rien d'inéluctable. C'est plus une interrogation pour moi. Ouais. La responsabilité d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est de renseigner les Français sur les conséquences des décisions sur lesquelles ils demandent l'adhésion du peuple et l'adhésion par le vote. Et moi, au moment où nous parlons, après avoir regardé un certain nombre de solutions qui sont sur la table, l'introduction d'une monnaie nationale en plus de l'euro comme monnaie commune, donc la sortie de la monnaie unique, des possibilités d'accords bilatéraux avec les autres pays, etc. Enfin, tout ça doit être préparé. Rien de tout ça n'est préparé, et en tout cas, rien de tout ça n'est présenté aux Français de sorte que, en fait, personne n'a les vrais éléments de décision aujourd'hui pour savoir s'il faut sortir de l'Union européenne ou pas. Mais je répète, s'il le fait, je pense qu'on ne peut pas commencer par ça. Je pense qu'il faut un débat préparatoire pour voir toutes les conséquences. Mais ma conviction, je l'ai d'ailleurs écrit il y a 3 ans dans un livre qui s'appelle La Voix du peuple sur un projet de réforme institutionnelle. La conviction, c'est que si jamais il le faut, alors la France doit sortir de l'Union européenne. Mais il faut l'avoir préparée de manière vraiment active et vraiment complète avec les Français. Philippe, là-dessus, sur cette préparation de sortie. Je trouve que votre discours est intéressant, mais il est extrêmement flou quand même, Jean-Frédéric Poisson. Il est extrêmement flou. Il y a une chose quand même fondamentale, c'est que notre appartenir à l'Union européenne, ça veut dire quoi? C'est quoi en fait? C'est le fait que dans notre Constitution, on dit qu'on va respecter les traités européens. Et ça veut dire que le droit européen est supérieur au droit français, il prime sur le droit français. Je veux dire, et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui l'explique, et c'est logique. Le droit européen est supérieur au droit français. Donc, quand l'Union européenne a pris des décisions sur le libre-échange qui détruisent notre agriculture, eh bien, vous êtes obligés de les suivre. Quand l'Union européenne prend des décisions qui détruisent l'industrie, avec le libre-échange avec la Chine, avec le Vietnam, avec la Nouvelle-Zélande, etc., vous êtes obligés de les suivre. Quand l'Union européenne a plein de directives qui imposent le regroupement familial, le non-contrôle des frontières avec Schengen, le fait qu'on n'ait pas le droit de renvoyer les clandestins de façon groupée, le fait qu'on ait toutes ces lois européennes qui nous empêchent de régler nos flux d'immigration, quand l'Union européenne prend par le droit des décisions pour faire le marché européen de l'électricité, vous voyez, qui rend l'électricité hyper chère dans toute l'Europe, quand l'Union européenne prend des décisions de sanctions avec la Russie qui rendent très cher l'essence à la pompe et le gaz, vous pouvez me dire on peut éviter une décision. Le problème, c'est qu'il y a 50 décisions. Il y a une nasse juridique qui nasse la France, tant sur l'immigration que sur l'économie. Vous ne pouvez pas désobéir à toutes les lois européennes, ce qui est d'ailleurs un discours d'enfant, de dire on va désobéir. Vous ne pouvez pas. D'autant plus que là-dessus, la position d'Éric Zemmour est très étonnante. Il nous dit sur l'immigration, je vais défier l'Union européenne. Je vais dire qu'on s'en fout du droit européen qui nous interdit d'interdire le groupement familial, qui nous interdit de renvoyer les clandestins facilement, qui nous interdisent tout cela. Il dit on va la défier, mais sauf que on ne fera plus monnaie, la France. La France n'est pas l'Estonie, mais elle ne fera pas monnaie. Donc la France, l'Union européenne, par la Banque centrale européenne, alimente toute l'économie française et les banques françaises en liquidité. Donc, si un Éric Zemmour défie l'Union européenne sur l'immigration, un sujet crucial, que va-t-il se passer? La Banque centrale européenne asphyxiera l'économie française en lui coupant le robinet de liquidité. Et Éric Zemmour sera face à un dilemme. Soit il cède au bras de fer financier et obéit, l'Union européenne oublie sa politique d'immigration, et à ce moment-là, tout va mieux au niveau économique, soit il sort de l'euro brutalement pour se délier de l'Union européenne qui est en train de l'asphyxier. On le sait, Alexis Tsipras en Grèce a dû céder l'Union européenne qui a asphyxié ses banques. Et même s'il avait fait un référendum avec tout le peuple derrière lui, une semaine après, il a dû se coucher. On se rappelle que Salvini, en fait, a dû céder à l'Union européenne et refaire 2 fois son budget en 2018 parce que la Banque centrale européenne envoyait les taux italiens au plafond. Donc on voit que Mme Meloni, qui est au pouvoir, qui est le modèle d'Éric Zemmour, n'a rien à faire sur l'immigration et qu'elle est en échec, elle le dit elle-même. Donc pourquoi Éric Zemmour ferait mieux?
c'est parce que Mme Meloni est coincée par l'Union européenne avec un pistolet sur la tempe. Et même si la France est la France, comme dit M. Zemmour, elle a une certaine dette publique, hein, elle est un peu endettée, un peu faible, et elle a la Banque Centrale Européenne qui n'est pas dans ses manettes, mais dans les manettes et dans les bras de ses adversaires, qui feront tout pour couler la France si on essayait d'aller contre l'Union européenne. Donc tout cela me paraît totalement irréaliste et un petit peu manipulatoire vis-à-vis des Français, en tout cas concernant ce que dit Éric Zemmour, pas ce que vous dites. Jean-Frédéric Poisson, là-dessus, parce que... Oui, je comprends tout ça, et on aurait pu, cher Philippe Murer, avoir cette conversation il y a déjà 4, 5 ou 10 ans, parce qu'en réalité, les problèmes sont identifiés, connus, et ce sont des sujets d'actualité qui resteront longtemps. Comme dit oui, non, mais je partage ça. Je regrette comme vous que, comment dire, tout ça n'ait pas été mis sur la table de manière plus... Mais je vais reprendre, c'est très intéressant cette conversation, parce qu'on voit bien quand même la différence, c'est une différence de topographie, en fait. C'est le point de vue au sens topographique du terme. J'ai noté les exemples que vous avez pris, le contrôle des frontières et Schengen. La France a suspendu l'application des accords de Schengen de manière unilatérale après les accords du Bataclan, après les attentats du Bataclan en 2016. Suspendu, elle a dit qu'elle le ferait. Est-ce que opérationnellement elle a pu le faire et mettre des... elle a établi son droit de contrôler ses frontières. Elle n'a pas mis des flics partout, enfin des policiers, pardon, partout à tous les postes de frontières parce qu'on ne les a pas. En tout cas, la suspension des accords veut dire que pendant un temps, d'ailleurs ça a recommencé il n'y a pas très longtemps, on a suspendu, la France a récupéré le droit vis-à-vis de l'Union de surveiller ses frontières. Sur les clandestins, je vous l'ai dit, je plaide pour la question de renvoyer des clandestins, je plaide pour la sortie de la CEDH. Ça je veux dire, c'est un trait de plume. Et encore une fois, là, on est dans le cadre des traités fondateurs, on n'est pas dans le cadre de l'organisation de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles. Et donc, là, on peut parfaitement sortir de la CEDH. Les Anglais l'ont fait d'ailleurs bien avant le Brexit, de la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme, de régler la question des clandestins. Ils sont dans la Cour européenne des droits de l'homme, hein, les Anglais. Justement, c'est ce qui les empêche de faire signer le traité avec le Rwanda. Alors, il y a un pays qui en est sorti, pardon pour cette imprécision. Sur l'accord électrique, l'Espagne et le Portugal en sont sortis, et ils sont, à ma connaissance, toujours en Europe. Quant aux sanctions, encore une fois, ça c'est un point qui est peut-être plus... où les accords commerciaux internationaux, encore une fois, vous disiez désobéir, c'est une position adolescente. Oui, ça peut être une question de conscience aussi de temps en temps, cher Philippe Murer. Et quand on ne peut pas désobéir à 50 lois en même temps. Vous comprenez, Jean-Frédéric Poisson, c'est oui, mais il n'y a pas ça. Sortir du marché européen de l'électricité, mais pas désobéir à toutes les lois. Il n'y a pas 50 lois. Il n'y a pas 50 lois qui sont ennuyeuses, très franchement. Moi, je vois bien, quand on parle des directives européennes et de leur transcription dans le droit français, alors d'abord, si on commençait par arrêter de surtransposer, comme on dit, c'est-à-dire de vouloir être absolument le meilleur élève de la classe et d'en faire plus que nos petits camarades, on serait sans doute dans un environnement plus favorable, y compris pour nos agriculteurs ou nos industries. Mais j'ai connu, je ne sais pas combien de transcriptions de directives européennes en droit français. Très franchement, la réalité, nos concitoyens le sachent, pardon. Dans beaucoup de cas, les directives reprennent des principes fondateurs qui sont déjà dans les traités européens, que la France elle-même a importés dans le droit européen, parce que nous sommes, en matière de droit et d'architecture du droit, souvent en avance sur beaucoup de pays d'Europe. Je prends qu'un exemple, la question du harcèlement, la directive sur le harcèlement qui date de mémoire de 2005 ou 2006, qui a été transcrite en droit français dans les années 12 ou 13, 2012-2013. Très franchement, ça fait longtemps que le harcèlement est interdit en droit français, et donc, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de la transcrire. Donc il y a des tas de sujets sur lesquels, en réalité, l'Europe applique ou fait appliquer ou harmonise, alors un peu à la chaque de temps en temps, c'est vrai, mais des choses que les Français pratiquent déjà et qui sont dans nos institutions. Le vrai sujet, il est, comme vous l'avez dit très justement, industriel, énergétique et juridique. Et sur ces aspects, je pense qu'avant d'envisager, plutôt que d'envisager une sortie, alors je vais dire brutale, je prétends pas que vous souhaitiez sortir du jour au lendemain, mais d'envisager quelque chose aussi radical qu'une sortie plein pot, si j'ose dire, on a quand même quelques mesures et quelques possibilités de défendre les intérêts français
dans les instances européennes. Et encore une fois, je suis très très à l'aise avec ça. Soit on y arrive, et Bruxelles comprend que les politiques qui sont engagées ne conviennent pas aux Français et que respect des traités ou pas respect des traités, on a quand même le droit de dire qu'on n'est pas d'accord et d'y résister. Et si effectivement de manière répétitive et continue, malgré les protestations des Français, malgré notre volonté de dire que tout ça ne nous va pas et de faire modifier les choses, si tout ça n'est pas entendu, il faudra envisager la sortie. À ce moment-là, pour moi, c'est très très clair. Mais simplement, c'est pour ça que je vous dis. Plan B, en fait. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Pour moi, c'est une issue possible, mais ça n'est pas un préalable, parce que je pense que on ne sait pas très bien ce qui se passe si on. Moi, je suis d'accord avec vous, Frédéric Poisson. Je suis d'accord avec vous. C'est une issue, mais l'important, c'est ce qu'on va faire de la sortie de l'Union européenne. En fait, vous avez une position radicalement différente de celle d'Éric Zemmour. Vous dites, plan A, on essaie c'est pas le seul sujet. L'Union européenne, et plan B, on sort. Voilà. Donc, il y a une solution, finalement. Et d'ailleurs, moi, pour vous dire, je suis pour le mécanisme du Brexit, c'est-à-dire qu'on négocie avec l'Union européenne pour les Français. C'est pour les Français. Moi, je pense qu'il faut sortir tout de suite. Mais pour écouter les Français, je dis, on fait une dernière négociation, mais on garantit que si on arrive au pouvoir, on fait un référendum juste après. Et on dira aux Français, est-ce qu'il faut sortir ou pas, avec un grand débat. Mais je vais vous dire, là où vous vous trompez, Jean-Frédéric Poisson, sur l'immigration, qui est le thème, le cheval de bataille d'Éric Zemmour. Alors, premièrement, toutes les directives européennes s'appliquent obligatoirement dans le droit français. Ça, c'est clair. Et l'Union européenne impose le droit au regroupement familial. Donc, on est obligé de garder le droit au regroupement familial tant qu'on reste dans l'Union européenne. L'Union européenne, il impose la politique des visas. C'est une directive qu'il impose, et c'est avec les visas que vient l'immigration légale. Les conditions de séjour aussi des immigrés sont déterminées et cadrées par l'Union européenne. Le droit d'asile est imposé de façon très stricte par l'Union européenne. On ne peut pas revenir au droit d'asile politique simple comme avant avec quelques dizaines de personnes. Les clandestins, quand on les attrape, ils doivent être libres. Ils doivent rester pendant les 1 ou 2 ans de l'étude de demande d'asile libres hors d'un centre de rétention. Donc, ils disparaissent dans la nature. Et quand on les retrouve, le renvoi des clandestins est rendu impossible par la directive européenne Retour de 2008 où le retour du clandestin est volontaire. On peut l'expulser que s'il n'a pas voulu la première fois. Donc, il redisparaît dans la nature. Et quand on le rattrape, l'expulsion groupée est interdite par la CEDH, vous avez raison, mais aussi par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'applique. Donc, et Schengen, on ne l'a pas supprimé. Il n'y a pas de poste frontière. Vous pouvez aller vérifier, il n'y a pas de poste frontière avec le contrôle des routes. Il y a juste des petites choses où on peut contrôler, vérifier qu'il n'y a pas des clandestins à 30 km. Mais on n'a pas le droit de faire des contrôles stricts des frontières, quelle que soit la nationalité des gens. Voilà pourquoi, en fait, avec toutes ces règles, et je ne vous en ai pas cité, j'en connais 10 autres de directives européennes, mais il faudrait un débat plus long qui cadre et empêche tout. Et c'est pour ça qu'il y a des flux d'immigration partout, même en Hongrie, qui a plus de flux d'immigration par habitant que la France, légaux et illégaux, je dis bien. Même en Suède et au Danemark, qui a des flux d'immigration plus importants que la France étant en équivalent avec l'Italie. Il y a de l'immigration partout, dans tous les pays de l'Union européenne, personne n'arrive à gérer. Et ce n'est pas Philippe Murer qui vous le dit, c'est Jean-Éric Schuttel, c'est-à-dire l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui siège au Conseil d'État et qui aimerait que la France arrête les flux d'immigration, et qui a commis un article dans le Figaro où il dit « L'immigration et l'asile sont régis par le droit européen, pas par le droit français », et clairement, il souligne, il montre qu'on ne peut rien faire dans l'Union européenne sur l'immigration. Donc, vous voyez, moi, je trouve que c'est très dommage parce que Zemmour vend un mirage aux Français, pas vous, mais Zemmour vend un mirage aux Français avec Marion Maréchal, en disant qu'on va pouvoir arrêter les flux d'immigration en restant dans l'Union européenne. Et c'est un mirage absolu. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Mélanie, qui avait le même discours, ne fait rien sur l'immigration, n'a aucun résultat, alors qu'elle est au pouvoir avec une coalition d'union des droites anti-immigration. C'est un aveu d'échec absolument énorme. Messieurs, alors, Jean-Frédéric Poisson, je vous laisse répondre là-dessus, bien entendu. Il nous reste vraiment que 4 minutes, donc répondez. Et j'ai une dernière question à vous poser pour tous les deux. Je vais essayer de ne prendre que 3 minutes 55. Allez, allez-y. Oui, j'entends tout ça, mais encore une fois, nous avons... La France est un grand pays, elle a les moyens de dire, écoutez, les directives européennes disent ça, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre d'autres dispositions et ça permet d'entrer en discussion avec les instances européennes, manifester un désaccord. C'est ça mon sujet, même si je comprends bien et je connais les textes comme vous.
que nous serions obligés de faire un peu autrement. L'exemple italien est intéressant parce que le tropisme centriste de la droite italienne est encore plus prononcé que le tropisme centriste de la droite française, pour être clair. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fond démocrate chrétien dans la droite italienne qui fait qu'en réalité, à chaque fois qu'elle arrive aux affaires, elle se recentre en réalité assez vite et il y a très très peu d'exceptions à cette règle. Premier élément. Deuxième élément, l'Italie est dans une faiblesse encore plus grande, et vous l'avez parfaitement souligné, économique et financière que la France, et donc beaucoup plus dépendante des diktats de l'Union européenne que nous le serions si jamais nous commencions à résister. Mais globalement, je fais la même analyse que vous, cher Philippe Murer. La seule différence entre nous, c'est que moi, je vois que politiquement, je pense qu'une étape intermédiaire est nécessaire, et j'ai même jusqu'à proposer l'instauration en France d'un référendum consultatif, comme ça se fait, je crois, aux Pays-Bas, pour, sur des sujets pareils, prendre la température de l'opinion publique, pas par les sondages, mais par un vrai référendum, en étant d'accord sur le fait que ce référendum-là n'engagerait pas nécessairement de décision politique de la part de l'exécutif, si jamais, quelle que soit la réponse. Nous avons besoin de ce genre d'instrument pour aller négocier ensuite, le cas échéant, avec Bruxelles, en leur disant, voilà, le peuple français veut ça, il s'est prononcé par un référendum, certes consultatif, maintenant il faut qu'on discute, sinon les choses vont se passer de travers. Et si on fait un référendum aujourd'hui sur le Frexit, je suis à peu près certain que le résultat serait sans doute inverse de celui de Maastricht, c'est-à-dire 52-48 en faveur de la sortie. Pourquoi on ne le fait pas et pourquoi on ne plaide pas pour ça? Ah, mais cher monsieur, si on le fait, si ça ne tenait qu'à moi, ce serait fait depuis, ce serait fait depuis longtemps. Il donne son avis et à ce moment-là, je veux dire, on peut sortir de l'Union européenne sans problème. On a tout le peuple français derrière nous et l'Union européenne ne peut rien faire contre cela. Et à ce moment-là, on peut facilement sortir de l'euro, ce qui n'est absolument pas un problème. Hein. Je l'ai déjà montré, d'autres pays sont sortis de l'Union monétaire sans aucun problème. Oui. Et moi, je trouve que c'est tout à fait dommage d'envoyer, je vous le dis, hein, et je ne parle pas de vous qui êtes honnête, je parle d'Éric Zemmour qui dit on va mettre des petites astuces juridiques, on va dire que le droit français est supérieur au droit européen sur l'immigration dans la Constitution, alors que dans la Constitution est écrit qu'on respecte les traités européens et que le droit français est inférieur au droit européen. Il faut modifier la Constitution. On va mettre une contradiction dans la Constitution. Le droit français est à la fois supérieur et inférieur au droit européen. Et ça ne peut pas passer. Ça sera interdit par le Conseil constitutionnel et ça créerait un embrouillamini juridique ingérable. Donc je crois que maintenant, il faut être clair. Il faut poser la question par référendum au peuple français de dire est-ce que vous voulez rester dans cette Union européenne ou pas, qui vous empêche de gérer les flux d'immigration, l'économie, qui pose des tas de problèmes. Et je pense que la réponse du peuple français, elle sera effectivement claire. Et il faut arrêter d'avoir peur en tant que responsable politique. C'est à nous de guider le peuple français et non pas à lui dire qu'il a peur, qu'il a raison d'avoir peur, comme le fait Éric Zemmour. Je pense qu'on a toutes les solutions si on est capable de voter les lois et on peut redresser ce pays. Et moi, c'est ma conviction profonde. Et je pense qu'il faut maintenant défendre la souveraineté nationale, l'identité nationale et être tous clairs avec tout ça. Bon, mais en tout cas, merci messieurs. C'est un débat fort intéressant. Vous voyez, Jean-Frédéric Poisson, vous disiez qu'il n'y aurait pas de débat. Il y a eu débat et tant mieux, je m'en réjouis. Mais il va falloir encore en reparler parce que vous avez deux positions très arrêtées, très claires aussi, et avec deux convictions là-dessus. Il faudra vraiment réorganiser ça parce que je trouve que c'est vraiment un débat de fond. D'ailleurs, il ne nous a pas échappé que les députés ont voté la proposition de résolution européenne cette semaine. Il y avait 123 députés dans l'hémicycle. Donc voilà, là où on en est aujourd'hui avec cette question sur l'Union européenne. Si c'était si facile, si clair, les gens nous en parleraient, il y aurait des débats médiatiques. En tout cas, merci messieurs. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes président de la Voix du Peuple, bien entendu. Et Philippe Murer, vous êtes économiste. Et votre dernier livre, Capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous.